Commission d'enquête, des marges scandaleuses pour Nagui, un record de conflit d'intérêts et une déclaration légale jamais remplie. La séquence est hallucinante. Un autre sujet, je voudrais revenir sur les contrats que vous avez signés pendant votre mandat. En juillet 2020, Mediapart a révélé qu'un contrat cadre de 100 millions d'euros sur 3 ans avait été signé entre France Télévisions et Air Production, qui est la société de production de Nagui, qui est également d'ailleurs une filiale de Banijay. Selon Mediapart, Delphine Ernotte se serait, je cite, engagée sur plusieurs émissions sans avoir préalablement consulté le sous-comité des engagements, ce qui est grave. En tant que directeur général délégué au programme, depuis février 2018 chez France Télévisions, c'est vous, monsieur Candelis, qui aviez la charge de superviser l'exécution et le renouvellement de ces contrats. Le 17 mars 2021, le Canard enchaîné révélait l'ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet national financier à ce sujet. Je précise que fin 2018, selon l'hebdomadaire Capital, Nagui détenait 5,3% du capital du groupe Banijay, une participation qui était alors valorisée à 23 millions d'euros. Monsieur Candelis, Nagui était donc co-actionnaire de Banijay, l'entreprise pour laquelle vous avez servi pendant plusieurs années, qui a été d'ailleurs votre futur employeur au moment où vous avez supervisé la signature et l'exécution de ces contrats pendant à peu près 2 ans. Comment est-ce que vous avez concrètement géré cette situation alors que vous veniez de Banijay et que quelques mois après, vous êtes retourné chez Banijay? Je l'ai dit, primo, je n'étais absolument pas partie prenante des décisions des chaînes qui avaient besoin de programmes. Deuxièmement, il y a une procédure dont je crois Catherine ici présente a évoqué, qui était que tous les contrats qui concernaient Banijay, j'étais déporté de la décision de ces contrats. Et donc, je n'ai pas participé à ces négociations, ni à aucune négociation avec Nagui. Et précisément sur la question que je vous ai posée, qui a fait l'objet d'une enquête de Mediapart, qui a fait l'objet aussi d'articles du Canard enchaîné, qui a fait aussi l'objet de l'ouverture d'une enquête préliminaire par le PNF sur le sujet, sur les contrats de Nagui, passés entre 2017 et 2020, qui ont été renouvelés probablement en 2020, alors que vous étiez directeur général adjoint de la programmation de France Télévisions, venant d'ailleurs de Banijay, entreprise pour laquelle Nagui est coactionnaire. Vous n'avez en rien, ni de près ni de loin, supervisé la signature et la reconduction de ces contrats. Je peux dire en tout cas une chose, c'est que Nagui a une émission quotidienne qui est le nerf de tout l'avant-soirée de France Télévisions, et ce depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc il était important de garder Nagui au sein de France Télévisions. Je n'ai pas participé à ces discussions, mais ça aurait été le cas, j'aurais tout fait pour qu'il reste à France Télévisions. Le rôle d'une chaîne, c'est aussi de garder ses talents. Maintenant, les conditions dans lesquelles on garde ses talents, ça c'est une autre histoire. Est-ce que des conditions pour garder ces talents alors qu'il s'agit du service public et de fonds publics payés par l'ensemble des Français, est-ce que par exemple des marges, on l'a révélé dans le cadre de cette commission d'enquête, qui peuvent atteindre 50% pour des émissions de divertissement produites par Nagui, est-ce que ce montant de marge-là sur le service public justifie, ou est-ce que c'est justifié pour conserver les talents chez France Télévisions? Est-ce que vous aviez, vous, connaissance de ces montants de marge-là, comme par exemple pour l'émission Chacun son tour ou d'autres émissions? Est-ce que selon vous, cela vous paraît justifié, notamment pour garder un talent comme Nagui? Il y en a bien d'autres aussi chez France Télévisions, je ne veux pas en faire un cas unique, mais est-ce qu'un montant de marge pareil est justifié? Absolument pas. Mais est-ce vraiment le cas? Je n'en sais rien. Je suis ni dans les chiffres de Nagui, ni dans ceux de France Télévisions. Je ne travaille plus pour France Télévisions depuis des années. Je ne sais absolument pas, mais je sais qu'il y a tout un processus de contrôle des coûts qui se fait année après année. Et donc j'imagine que le contrôle des coûts a dû vérifier que ce chiffre de 50%, qui me semble absolument incroyable, n'a pas été atteint. J'espère en tout cas. Je vous remercie pour votre réponse et je vous confirme, effectivement, on en a parlé d'ailleurs à M. Courby, à Mme Laroche-Joubert, sur ce pourcentage notamment de marge d'une émission comme Chacun son tour, mais il y en a d'autres, coproduites par Nagui. Bon, on est à près de 50%, ce qui paraît un montant plus qu'excessif, et vous le confirmez pour le service public. Je voudrais vous faire réagir, puisque lors de l'audition de Banijay du 25 février 2026, Mme Laroche-Joubert déclarait au sujet du salaire de Nagui, je la cite, « C'est nous qui le payons, ce n'est pas le service public. D'une certaine façon, cela me regarde si je le paie trop ou pas assez. » Fin de la citation. Vous conviendrez
que le sujet n'est pas tant le salaire de Nagui, bien qu'il soit payé indirectement aussi par nos impôts, par les impôts de tous les Français, mais c'est le sujet de la différence entre le salaire que le Banijay facture au devis et aussi le salaire versé à la fin. Il n'est pas normal que des financements publics qui ont vocation à financer la création et des emplois soient détournés pour rémunérer davantage que ce qui était annoncé initialement dans un contrat conclu avec France Télévisions à la fin du contrat. Et selon l'audit interne de l'émission Chacun son tour, Nagui et son coproducteur, Jean-Louis Blot, se sont versés au titre de la production exécutive et de la production déléguée pas moins de plusieurs centaines de milliers d'euros, 300 000 euros, soit 130 000 euros de plus que les 170 000 euros initialement inscrits au devis signé par France Télévisions. C'est des sommes qui sont considérables. Vous voyez l'écart entre le devis signé initialement et ce qui a été payé à la fin à M. Nagui et son coproducteur. On peut trouver aussi dans ce rapport d'audit, pour des raisons de confidentialité, nous n'avons pas eu accès aux fiches de paie et contrats de travail de Nagui pour son rôle de producteur délégué, ainsi que son rôle de producteur exécutif. Fin de la citation. Nagui refuse donc de transmettre sa feuille de paie, sa fiche de paie aux auditeurs, alors même d'ailleurs que Banijay a signé une clause de transparence avec France Télévisions. Monsieur Candilis, vous expliquez que vous n'avez pas vraiment supervisé cette relation contractuelle. Est-ce que vous avez supervisé d'autres relations contractuelles avec la société de Nagui, la société Air Production, qui, je le rappelle, est une société du groupe Banijay que vous avez rejoint après votre passage chez France Télévisions? Et qu'est-ce que ça vous inspire, ces déclarations, ces révélations qu'on peut lire d'ailleurs dans les rapports d'audit entre France Télévisions et la société de Nagui? Le groupe Banijay est un groupe privé qui travaille selon ses propres règles. Je ne fais pas partie de ce groupe et je n'ai pas de jugement à apporter sur telle ou telle pratique, d'autant plus que je n'en ai pas connaissance et je n'ai accès à aucun de leurs chiffres, donc je ne vois pas pourquoi mon avis rentrerait d'une manière ou d'une autre dans ce jugement-là. Monsieur Candilis, vous avez expliqué qu'il y a eu un certain nombre de procédures renforcées qui vous concernaient. Je crois que vous avez fait l'objet de 31 procédures renforcées au total durant vos 2 années et demie chez France Télévisions, comme numéro 2 de France Télévisions. C'est, je crois, un record au sein de l'entreprise. Et c'est pas tout, puisqu'il y avait, après votre retour chez Banijay en octobre 2020, vous avez fait l'objet de 35 procédures renforcées pour la seule année 2021. C'est une procédure qui vise à prévenir les conflits d'intérêts. Elle implique que les contrats concernés soient directement signés par la présidente de France Télévisions. Pour autant, je crois qu'elle ne questionne ni la pertinence éditoriale du choix d'un producteur, ni son bien fondé face à d'autres offres concurrentes. 31 procédures renforcées en 2 ans et demi, c'est un record. Monsieur Candilis, est-ce que cette situation et ce nombre aussi important de procédures renforcées ne démontrent pas qu'il y avait un risque de conflit d'intérêts évident suite à vos passages successifs entre Banijay et comme numéro 2 de France Télévisions? Comment est-ce que vous avez assumé ce risque-là? Est-ce que rétrospectivement, vous ne vous dites pas que, après avoir fait une telle navette à des postes aussi importants pour des montants de contrats qui, on va le voir, ont plus qu'augmenté de plusieurs dizaines de points année après année, a posteriori, est-ce qu'il ne faudrait pas encadrer davantage ces risques-là, nous en tant que législateurs, dans les recommandations qu'on ferait pour notre rapport de commission d'enquête? 31, je n'étais pas au courant de ce nombre. 31 mesures de protection pendant les 2 ans et demi où j'étais là, je les mets en face de la puissance du groupe Banijay, son chiffre d'affaires global, le nombre de programmes qu'il produisait avant mon arrivée et celui qu'il a continué à produire pendant que j'étais là. Et ça ne me semble pas extravagant. Si effectivement j'allais chez un petit producteur, il y en aurait peut-être eu une, peut-être 2, mais pas 31. Ça, je le comprends. 35 après que je sois parti, ça me semble assez incroyable, parce que je ne m'occupais pas de programme, comme je vous l'ai dit. Par contre, qu'il y ait peut-être une manière de légiférer plus strictement sur ça, ça me semble être quelque chose qu'il faut envisager, ou en tout cas sur lequel il faut se poser des questions. Parce qu'effectivement, sachez en tout cas qu'on fait notre travail de la manière la plus sérieuse possible, et que, oui, bon, vous allez me reparler d'aller-retour de toute façon et de navette, puisque c'est les termes que vous aimez employer. Moi, je ne vois pas ce que j'ai fait de cette manière. Monsieur Candilis, une dernière question qui vous concerne, si vous me le permettez. Selon certaines informations qui m'ont été transmises, en plus de vos fonctions de directeur des
des programmes, en quelque sorte, de numéro 2 de France Télévisions. Vous avez été, je crois, nommé lors de votre arrivée chez France Télévisions PDG de MFP, qui est une filiale de France Télévisions qui se nomme aujourd'hui France TV Studio. La loi prévoit que tous les présidents d'entreprises publiques transmettent une déclaration à la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique dans les 2 mois qui suivent leur nomination. Et ce n'est qu'en juin 2019, le conseil d'administration acte votre démission, vous permettant de vous soustraire à cette obligation. Pourquoi est-ce que vous avez démissionné de la présidence de cette filiale de France Télévisions 16 mois après votre arrivée chez France Télévisions? Et est-ce que vous avez rempli vos obligations déclaratives lorsque vous étiez PDG de France TV Studio? Quand vous arrivez et que vous êtes numéro 2 d'une entreprise, tout d'un coup, on vous dit, tiens, tu vas être... on va te nommer dans tel conseil d'administration, on va te nommer dans tel endroit, on va te mettre à tel endroit, et tu vas devenir PDG de telle chose ou de telle autre chose. Et en arrivant, j'ai dit, ok, faites, si vous avez besoin de moi, faites-le, etc. Et puis au fur et à mesure, j'ai vu que j'avais énormément de travail. Et donc, au bout de... Je crois que je n'ai même pas fait un conseil d'administration au sein de MFP. Mais je leur ai dit, écoutez, franchement, j'ai dit oui, mais j'aurais dû dire non. Et je vous demande de prendre ma démission. Et je ne sais pas si elle a été actée immédiatement, mais en tout cas, je pense même avoir fait deux réunions internes à MFP, mais aucun conseil d'administration de cette société. Ni la volonté, ni les moyens. Merci. Et sur cette obligation de déclaration auprès de la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique, quelles que soient les modalités d'exercice de votre présidence, c'est une obligation dans les 2 mois qui suivent cette nomination. Pourquoi ne pas avoir rempli et renseigné et effectué cette formalité d'obligation déclarative auprès de cette autorité de la transparence? J'avais autre chose à faire, on va dire. Personne ne m'avait prévenu de cette chose. Et comme je donnais ma démission, j'ai dû dire que ce n'était pas la peine. Je n'ai rien à cacher de ma vie, ni de mes propriétés, ni de ça. J'ai 47 ans d'audiovisuel, j'ai dirigé des très grosses entreprises. J'ai effectivement gagné ma vie, très bien ma vie. Et quand je suis venu à France Télévisions, j'ai accepté un salaire qui était 3 fois moindre de celui que j'avais en moyenne dans les 6 dernières années qui avaient été les miennes. Je pense que ce que j'ai fait à France Télévisions le prouve, et je suis fier de ce que j'ai fait. Je suis d'autant plus fier que c'est une réorganisation qui existe encore et qui n'est mise en cause absolument par personne à l'intérieur de l'entreprise ni à l'extérieur, puisque je me souviens même qu'au CSA, la chose a été appréciée, et par le conseil d'administration de France Télévisions, tout autant, qui est fait de beaucoup de personnalités et de représentants de l'État. Je crois que vous êtes resté 16 mois à la tête de France TV Studio. Pourquoi ne pas avoir pris le temps, alors que l'obligation c'était sur les 2 mois qui suivaient votre nomination, pourquoi ne pas avoir pris le temps d'effectuer les déclarations auprès de la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique? Vous voyez, par exemple, on est élu député en quelques semaines seulement, je crois que ça doit être peut-être 8 semaines maximum, un peu comme vous. On doit déclarer et verser l'intégralité de nos bulletins de salaire sur les 5 années qui précèdent notre élection comme député, que ce soit pour une entreprise publique ou une entreprise privée. Vous aviez cette obligation-là, vous êtes resté 16 mois en poste, vous aviez 2 mois pour le faire. Pourquoi ne pas avoir pris le temps? Alors, vous m'expliquez en fait que vous ignoriez que vous deviez cette obligation-là sous 2 mois. 16 mois, vous me l'apprenez, pardon, hein. Mais pour moi, c'était un poste honorifique ou en tout cas technique. Et donc, je ne vois absolument pas ce que j'ai pu faire en tant que président de cette société pendant 16 mois, parce que je ne l'ai pas fait. Effectivement, je n'ai ni été rémunéré pour, ni j'ai passé de temps à exercer cette mission. Maintenant, en ce qui concerne, j'ai l'impression que je cache que je possède, que j'ai gagné. Non, mais attendez, je continue. Oui, excusez-moi. Pardon, monsieur le Gardiste. En l'occurrence, la loi impose aux dirigeants. Pardon, excusez-moi, là, je termine. Je vais venir en soutien du rapporteur. Enfin, je veux dire, nous, c'est la loi qui fixe l'obligation pour les dirigeants de remplir une déclaration à la Haute Autorité de la Vie Publique. C'est normal de s'étonner que ça n'a pas été fait. Mais nous, les députés, on a 2 mois pour le faire. C'est la loi, elle nous l'impose. Et si on le fait pas, on se fait taper sur les doigts. Enfin, c'est normal. Et on a tous rempli nos déclarations d'intérêt et de patrimoine. Et quand je le fais,
j'ai pas le sentiment qu'on vient m'expliquer que je cache mon patrimoine ou que je cache mes revenus. La loi m'y oblige, je m'y soustrais. Il se trouve que la loi prévoit aussi pour les dirigeants des entreprises publiques de le faire. C'est pas une suspicion que le législateur a contre vous, que dans cette commission d'enquête on vous porterait. Monsieur Candilis, personne ne remet en cause vos intégrités. La question, c'est on se dit, il y a une obligation légale. Comment se fait-il qu'elle n'a pas été remplie? Est-ce que, voilà, comment France Télévisions ne vous a pas averti? Est-ce que c'est vous qui n'avez pas répondu? On veut juste comprendre. Voilà, c'est pas... Non, mais je pense que j'avais déjà décidé de partir. Alors maintenant, ça a mis 16 mois à nommer un nouveau président. Ça, c'est une autre histoire. Et qu'à partir de là, je ne voyais pas pourquoi j'avais à remplir cette... comment vous appelez ça? Déclaration d'intérêt. Maintenant, j'ai payé mes impôts, très bien, très fortement. J'ai travaillé, j'ai payé tout ce qu'il fallait payer. Et je vis aujourd'hui loin de tout ça et très heureux. Et vous, qu'en pensez-vous? Donnez-nous votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.